Voilà bientôt un an que le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Cependant, les avancées et l'efficacité n'est toujours pas au rendez-vous. Pourquoi? Comment? Voici un article dans lequel un point de vue non exhaustif d'un pseudo-citoyen lambda étudiant les mécanismes de propagande vous sera proposé. Après un départ sur les chapeaux de roue, sûrement dû à un mal-être commun et grandissant face à un régime républicain oligarchique, l'intensité du mouvement des Gilets jaunes a largement diminué. Voici quasiment un an que ce mouvement a commencé, pourtant l'empereur, l'oligarchie gravitante et ses chiens de garde continuent à faire la sourde oreille. Pire encore, ils continuent tranquillement la mise en œuvre de leurs réformes. Rappelons que nous avons eu le droit, pendant cette soi-disant crise des Gilets jaunes, à diverses promulgations et réformes plus ou moins achevées à l'heure où vous verrez cette vidéo, notamment promulgation de la loi lutte contre la manipulation de l'information, remettant en question la liberté d'expression, ou la promulgation de la loi finance pour 2019, portant les germes de l'austérité, discussion sur les réformes des retraites, bien parti pour repousser l'âge du départ, la mise en œuvre des réformes de l'assurance chômage, la promulgation de la réforme de la fonction publique, suppression de 15 000 à 50 000 postes, etc. Ceux-ci sont des exemples concrets démontrant que pour le gouvernement et l'oligarchie, nous n'avons aucune crédibilité et où nous représentons en rien une menace pour l'ordre établi et leur calendrier des réformes. Ce constat impose une remise en question. Alors pourquoi, comment en sommes-nous arrivés là? Probablement parce que nos maîtres sont loin d'être des abrutis, car il semblerait que nous avons été bernés sur deux plans, ce qui persiste encore aujourd'hui. Nous avons été manipulés sur le plan de la méthode de contestation, on nous a emmenés sur un terrain où nous sommes de facto en position de faiblesse. Pendant que sur le plan intellectuel, tout est fait pour nous diviser, nous empêcher de mettre le doigt sur le problème, et ainsi d'exprimer clairement une solution qui rendrait possible la convergence. Rappelons-nous qu'au début, il était question de prendre les ronds-points pour diverses raisons, notamment pour alerter nos homologues, qui d'ailleurs soutenaient et soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, de faire de l'action directe, blocage et sabotage, notamment en occupant les péages d'autoroute, l'un des symboles forts de la privatisation en France, de boycotter les grandes surfaces, de manifester son mécontentement dans la rue. C'est au moment de l'application de ces différents points, dont encore une fois la liste n'est pas exhaustive, que l'influence du mouvement a grandi d'une manière impressionnante. Par sa diversité, sa force et sa spontanéité, il a inquiété nos maîtres. Ce sont surtout les points en lien direct avec l'économie qu'ont touché nos oligarques, c'est-à-dire les actions directes dans le secteur du transport, le commerce et les appels à ne pas consommer dans les grandes surfaces. Il est aussi certain que le sabotage comme la chasse au radar fixe est une forme de résistance efficace car elle empêche une prédation directe de l'État sur nous. Voici ce que disait Bruno Le Maire le 26 novembre 2018. Dans la grande distribution, la perte de chiffre d'affaires a été de 35% le samedi 17 novembre et de 18% le samedi 24 novembre. Dans la semaine, elle s'est échelonnée entre 8 et 15% de perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la grande distribution. La grande distribution se heurte en particulier à des problèmes de livraison et de blocage d'entrepôts qui entravent son activité. Mais je vous confirme que tout ce que me disent les acteurs économiques aujourd'hui, c'est que l'impact sur l'activité économique du pays est sévère. Bizarrement, c'est à l'acte 3 que les choses ont commencé à changer. Car c'est à l'acte 3 que la violence et la répression sont montées d'un cran, qu'un grand nombre de gens courageux ont été blessés, amputés et mutilés. Nous sommes passés de 130 interpellations et 24 blessés pour l'acte 2 à 412 interpellations et 263 blessés, et ceci seulement pour la ville de Paris. L'acte 4 fut marqué par une augmentation drastique des interpellations. Ainsi, il y eut 1300 interpellations et environ 118 blessés, et ceci uniquement pour la ville de Paris. Les diverses formes de répression continuèrent, ce qui scinda le mouvement en deux. Certains ont arrêté de manifester par peur d'être interpellés, amputés ou mutilés, ce qui est tout à fait compréhensible. Pendant que l'attention des autres Gilets jaunes a été focalisée sur les manifestations traditionnelles. Pas forcément pour en découdre avec les forces de l'ordre, mais aussi pour montrer que la répression n'aura pas prise sur eux, que malgré tout, ils seront là. Visions et pensées qui sont elles aussi tout à fait compréhensibles. Cependant, petit à petit, le nombre de blocages a baissé. Et de la même façon, les appels au boycott sont tombés quasiment aux oubliettes, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est là où l'étau a commencé à se resserrer. Pendant que le nombre de gilets jaunes était en baisse, les manifestations classiques sont devenues la norme du mouvement. Elles se sont enchaînées de samedi en samedi, de semaine en semaine et de mois en mois. Il y a toujours un certain nombre de mutilés, car il y avait toujours des irréductibles gilets jaunes courageux pour se donner gratuitement et pacifiquement au tir de LBD. Ils allèrent servir malgré eux d'exemple, de support de communication pour l'oligarchie, de messages vivants destinés à leurs semblables sur lesquels nous pouvions lire « Viens te plaindre si tu l'oses ».
Ainsi, on peut se demander si Jérôme Rodriguez n'a pas été délibérément pris pour cible afin que, par sa notoriété, la propagande soit bien diffusée. Naturellement, le mouvement continua à s'étouffer, malgré les quelques sursauts de mobilisation dus à diverses situations, ainsi qu'aux multiples et régulières provocations de l'empereur. Dans un sens, et pour le moment, cette déconfiture n'est peut-être pas une si mauvaise chose, car on ne peut pas continuer à se sacrifier pour rien. D'autant plus que le nombre de gilets jaunes a officiellement baissé, même du point de vue des organisateurs, mais le soutien de la majorité des Français semble toujours là. Parfois, il est préférable de simplement perdre une bataille pour mieux revenir. Nous pouvons en profiter pour réfléchir sur le mouvement, sur nos erreurs, sur nos forces, sur les moyens les plus efficaces pour faire plier ceux qui ont pris pour habitude de se comporter comme des prédateurs. Ces ambitieux qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont et préfèrent arracher le bras de leurs victimes quand celles-ci leur tendent la main. La violence est leur terrain, tant que nous serons dans la confrontation frontale, nous serons perdants. S'il y a bien un fait sur lequel nous pouvons nous accorder, c'est la diversité de propositions formulées par les Gilets jaunes et par extension par le peuple de France. Ce grand nombre de propositions est un signe fort et porteur d'espoir pour la suite des événements, car il confirme que le peuple de France souhaite devenir souverain. Peuple de France, car encore une fois, le mouvement est soutenu par la majorité. Il serait d'ailleurs peut-être judicieux d'abandonner le côté clanique gilet jaune pour assumer et prendre sa place de futurs citoyens français. Nous ne sommes pas en démocratie, nous ne pouvons pas nous appeler citoyens. Paradoxalement, il semblerait que le problème principal soit aussi en lien avec la multitude de revendications et avec l'incapacité chronique que nous avons à appeler la solution qui engloberait l'ensemble de ces revendications de manière plus juste. En somme, une cause de convergence systémique. Très tôt dans le mouvement, les influenceurs plus ou moins consciemment à la botte de l'oligarchie ont cherché à extirper de la bouche des quelques représentants des mots d'ordre, des revendications précises. En même temps, ces influenceurs sont aujourd'hui face à une situation qui n'arrive que très rarement. Ils sont face à un mouvement autonome, non institué, qui n'est sous la tutelle d'aucun syndicat, de parti ou autre organisation politique. Ils sont face à un mouvement dont le catalyseur est un ras-le-bol commun, en réponse à un ordre social prédateur, oppresseur et antidémocratique n'ayant que trop duré. Un mouvement dont l'origine est purement populaire et naturelle, autant dire que pour eux, ceci est un ovni. Cependant, cette situation, cette diversité, a permis aux oligarques de choisir parmi telle ou telle revendication celle qui aurait le privilège d'être diffusée massivement. Afin d'avoir une idée plus précise de la situation sur le plan de la propagande, j'ai décidé de me lancer dans une analyse de traitement des propositions les plus populaires au sein du mouvement des Gilets jaunes par la sphère médiatique mainstream. En me basant sur le compte-rendu du site Le Vrai Débat que vous trouverez ici, j'ai retenu les 4 premières propositions, à savoir suppression des rémunérations et privilèges de tous les élus, y compris le président après la fin du mandat, RIC dans la Constitution, casier vierge pour les élus, prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation d'une élection si majoritaire. Ensuite, j'ai décidé de regarder mois par mois l'impact et le traitement médiatique des 4 premières revendications les plus plébiscitées en utilisant les 2 premières pages de Google. A noter que le nombre maximum de référencements se situe donc entre 20 et 22. Ainsi, j'ai comptabilisé les articles provenant des médias et influenceurs mainstream qui traitaient des revendications à ces périodes. J'ai donc exclu les petits médias, les commentaires sous les articles hors sujet, les blogs et autres ovnis journalistiques que nous sommes. Aucun jugement n'a été porté sur le contenu de l'article, m'appuyant sur le principe de propagande suivant, il n'y a pas de mauvaise pub. Celui-ci est d'autant plus vrai quand il s'agit d'analyser la diffusion de revendications et la manipulation de l'opinion publique. Pour les recherches, j'ai utilisé les mots-clés suivants. J'ai été obligé de raccourcir les intitulés des propositions pour des raisons techniques. Voici le résultat obtenu. Ce résultat n'est pas exhaustif, mais nous pouvons quand même constater que les revendications des Gilets jaunes n'ont pas du tout eu le droit au même traitement de faveur. On ne peut qu'être surpris de constater à quel point la revendication P2, celle du RIC, a été portée par l'oligarchie, et ceci depuis le début du mouvement. Histoire de vous donner un peu plus de précision, voici une liste non exhaustive de médias appartenant à l'oligarchie ayant relayé cette revendication, et ceci uniquement pour le mois de décembre et en recherche limitée. Le Parisien, le Huffington Post, L'Express, Sud-Ouest, BFM TV, 20 minutes, CNews, Libération, Le Monde, Ouest France, France Inter, RTL, Marianne, RFI, France Bleu, Le Point, Europe 1. Le clou du spectacle est qu'elle est même la seule revendication ayant été relayée par, ni plus ni moins, le gouvernement. Vous savez ces gens qui nous gouvernent et qui nous mentent ? Je ne parle pas là d'une simple évocation lors d'un discours, comme ça a pu être le cas avec d'autres revendications, mais bel et bien d'un article dédié sur la page du site du gouvernement. À ce niveau-là, et après examen du graphique, on peut quasiment affirmer que cette revendication a été choisie pour nous par l'oligarchie. Un joli cheval de Troie.
Mais alors pourquoi? Comment expliquer un tel traitement de faveur? Il y a forcément plusieurs raisons, je vais tenter de vous en donner quelques-unes. Déjà, le RIC est un concept. Comme dirait l'autre, il y a autant de RIC que de courants de pensée en France. Ces initiales permettent à chacun de voir midi à sa porte. Donc il est normal qu'il puisse se diffuser au sein de la population, y compris dans la caste oligarchique, d'autant plus quand elle est organisée en démocrature, c'est-à-dire une dictature camouflée en démocratie. Car un tel outil en démocrature pourrait forcément faire plaisir aux oiseaux coincés dans la cage de la dictature et ainsi la renforcer. Cette diversité de types de RIC, de points de vue, est déjà une belle source de confusion, car entre le RIC des puristes, article 3 et compagnie, le RIC des pseudo-citoyens lambda et celui des oligarques à la Suisse, il y a tout un monde. Nous arrivons même à des situations où certains confondent RIC avec référendum et appellent un RIC alors qu'ils veulent simplement un référendum, comme sur cette banderole. Ceci démontre deux choses. Premièrement, il y a une confusion grave sur le plan politique qui est renforcée par le RIC. Deuxièmement, les réalisateurs de cette banderole souhaitent devenir actifs sur le plan politique car actuellement ils n'ont aucun pouvoir, comme tout le monde d'ailleurs. Du point de vue de l'oligarchie, il va de soi que quand une caste a accès à tous les pouvoirs fondamentaux, législatifs, exécutifs, judiciaires, monétaires et informatifs, cette revendication est du pain béni puisqu'elle n'a rien de radical. En réalité, il n'y a que la proposition des puristes du RIC qui pourrait entraver l'ordre établi dans la mesure où nos maîtres joueraient le jeu, ce qui n'est pas gagné. Pour cela, il s'agirait d'ajouter un RIC en toute matière écrit par le peuple. Cependant, le RIC, surtout s'il est bâclé, ne changerait rien en profondeur à cause de son fonctionnement a posteriori. Si cette revendication était mise en place, elle permettrait à l'oligarchie de continuer à nous la faire à l'envers, sous couvert de pseudo-démocratie, ce qui serait une catastrophe à la Suisse. Dès l'instant où il serait mis en place, même dans le plus puissant des RIC fantasmés par certains, le fonctionnement de celui-ci donnerait une marge de manœuvre et un gain de temps que les autres revendications excluent par nature. Car la suppression des rémunérations et privilèges de tous les élus touche directement au confort, au pouvoir de nos oligarques. Cette revendication est intolérable du point de vue de l'oligarchie. Est-ce que je peux consulter le budget du Sénat? Ah ben, il est publié, vous l'avez si vous voulez. Pas le détaillé. Ah si, je pense. Au Sénat? Au Sénat, non, oui. il n'est pas publié le budget détaillé. Ben, tant mieux, je suis content. Parce que j'estime que c'est pas la peine que tous les gens regardent des choses qui vont être incapables de commenter et ils auront certainement peut-être des réflexions idiotes. Il en va de même pour l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour les élus, car la majorité des élus, ou du moins ceux qui sont le plus proches du pouvoir, sont noyés jusqu'au cou dans diverses affaires douteuses. Une telle revendication inspire à avoir des gens honnêtes au pouvoir, ce qui est intolérable du point de vue de l'oligarchie. La revendication du vote blanc est un peu particulière. Elle a une certaine radicalité, mais elle permettrait aussi de gagner du temps. Cependant, il va de soi qu'avec la quantité d'abstentionnistes, si le vote blanc serait pris en compte, ils pourraient tous voter blanc, et ceci aurait des conséquences non négligeables pour la suite. Encore une chose qui est intolérable du point de vue de l'oligarchie. Pour résumer, la revendication du RIC et l'instauration d'un outil dans un système oligarchique, elle semble donc tolérable pour l'oligarchie étant donné le soutien rapide et massif que celle-ci a reçu de la part des influenceurs mainstream. La revendication du vote blanc est aussi l'ajout d'un outil, mais avec une marge de manœuvre moindre par la suite, ce qui pourrait expliquer un soutien moindre bien que légèrement supérieur aux deux autres revendications. Les deux dernières revendications, P1 et P3, sont quant à elles des demandes explicites de changement direct dans la vie politique. Ceci étant intolérables, elles ont été quasiment boycottées par les médias. Il est impossible de nier l'effet de la propagande pro-RIC sur le mouvement des Gilets jaunes. On peut raisonnablement penser que sans ce boost de l'oligarchie, le résultat du vrai débat n'aurait pas été le même et ainsi celui de mes travaux. On peut aussi raisonnablement penser que si la diffusion du RIC dans le mouvement a été à ce point prononcée, c'est parce que sous certaines formes, le RIC, en tant que tel ou en tant que simple support de communication, peut servir les intérêts de nos maîtres. Car cette revendication joue sur le fil du rasoir avec notre problème primordial. Elle renforce la confusion qui permet à la République oligarchique de perdurer depuis 230 ans. Cette confusion en lien direct avec notre impuissance politique, avec le fait que nous ne sommes pas en démocratie, alors que nos influenceurs nous jurent le contraire. Pensé du point de vue d'un oligarque, cet outil aurait ce formidable intérêt, celui de renforcer cette croyance, alors que les autres revendications ne font que démontrer l'évidence. À cause de cette situation, il faut insister sur le fait que le RIC n'est pas la démocratie. Il est un outil, et non un système, permettant le jugement après coup du fonctionnement de l'oligarchie. Il ne garantit absolument rien, si ce n'est d'avoir de jolis barreaux de prison dans l'état actuel des choses.
Le système de la démocratie est le pouvoir du peuple, par et pour le peuple. Le RIC ajoute un outil à disposition du peuple qu'il pourra utiliser après l'utilisation des pouvoirs par ses maîtres si les conditions et les oligarques le permettent. La démocratie permet, via un ensemble d'outils, évolutifs en fonction des technologies, de donner en amont le pouvoir au peuple. L'outil du RIC est donc plus proche du fonctionnement oligarchique et n'aurait quasiment aucun sens en démocratie. Car la démocratie se conjugue au présent, là où le RIC se conjugue au passé. Pour conclure, si nous analysons tout cela, ce que signifient ces campagnes et notre situation, que nous gardons en mémoire que le mouvement des Gilets jaunes repose à l'origine sur un très grand nombre de revendications, nous pouvons affirmer qu'il est avant tout l'expression d'un mal-être général face à un ordre politico-social prédateur et dictatorial. Puisque nos maîtres ne veulent pas que nous prenions conscience que nous ne sommes pas en démocratie, il semblerait logique que nous devrions insister sur ce point précis. Voici ce point de convergence dont nous avons tous besoin. Un point de convergence qui relie l'entièreté des revendications des Gilets jaunes, mais pas seulement, car c'est aussi le corps enseignant, le corps médical, les services publics, les entrepreneurs, les artisans, les professions libérales, les forces de coercition, bref, ce sont toutes les branches du tissu social qui sont concernées. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du pays qui commence à bouger. C'est l'ensemble du peuple de France qui ne supporte plus d'être passé à la trappe, d'être juste bon à donner son avis, et choisir une fois de temps en temps par quel monstre d'ambition il se fera manger. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie est un système dans lequel le peuple, à l'aide de divers mécanismes, a voix directe au chapitre. Il n'élit pas des maîtres, il vote pour des lois. Il n'organise pas ou déclenche des mécanismes a posteriori comme le RIC, dans le cas où il se ferait violer une énième fois, car le peuple est à la base de tout mécanisme. Il est à l'origine des lois, il veille à leur application, et il fait la justice. Cette forme d'organisation garantit au peuple de ne plus se faire abuser, car elle dilue les pouvoirs dans la masse, en utilisant entre autres le tirage au sort pour ces diverses assemblées et garantir une représentation juste du peuple. Nous n'avons pas besoin de nous diviser, nous n'avons pas besoin de quémander à nos maîtres telle ou telle subvention, réforme ou autre, nous pouvons construire et avancer sans eux. Nous avons les capacités de ne plus nous comporter comme des enfants, d'être dans cette pseudo-dépendance. Nous pouvons devenir indépendants. Ceci dépend uniquement de nous, car comme nous pouvons le constater avec le début du mouvement des Gilets jaunes, les choses ne sont pas ce qu'on pourrait croire. Dans la réalité, ce n'est pas nous qui sommes dépendants des oligarques, au contraire, c'est bien eux qui sont dépendants de nous. Car la plupart des oligarques préfèrent exploiter leurs homologues que de créer des choses par eux-mêmes. Peu nombreux sont ceux qui cultivent la terre, construisent des outils, des bâtiments, réparent ce qui peut l'être, travaillent dans les usines, effectuent divers services comme les pompiers, les infirmières, les médecins et bien d'autres encore. À l'instar des négriers, la plupart des oligarques préfèrent utiliser des esclaves pour accomplir ces basses tâches qui ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions démesurées. Pourtant, c'est bien ces tâches qui sont à l'origine de la création des choses, et non leur prédation qui serait justifiée par leur supériorité. Il ne faut surtout pas l'oublier, sans nous, ils sont rien. Sans confrontation directe, ils ne pourront plus avoir prise sur nous, mutiler des futurs citoyens et tenter de manipuler les autres. Sans nous, leurs monopoles, leurs richesses et centres commerciaux ne peuvent pas exister. Donc encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes dépendants d'eux, mais bien eux qui sont dépendants de nous. Dans ce système où nous sommes tous considérés comme des consommateurs tout juste capables de penser, ne dit-on pas que le client est roi ? Alors montrons-leur sur quelle réalité usurpée repose cet adage. Démontrons-leur ce que ceci signifie. Que les simples électeurs passifs souhaitent passer au stade de citoyens actifs, de celui d'esclaves exploités et de bons clients manipulés, au stade de souverains multiples dignes de gouverner, de la 5e République oligarchique à la première démocratie de France. Alors n'ayons plus peur de nos maîtres, de leur démocrature et brisons la confusion. Il n'y a qu'en appelant la solution, en replaçant les mots à leur place et en mettant le doigt sur le problème fondamental, que nous pourrons espérer changer les choses de façon positive et durable un jour. Qu'importe les événements futurs, si l'idée, le système de la démocratie est compris et approuvé par l'ensemble du peuple, celui-ci deviendrait imperméable à toutes les manipulations possibles et imaginables. Tant que sa souveraineté naturelle ne sera pas programmée, un tel peuple ne s'arrêtera pas. Merci pour votre attention.